29 août 1997, le club Dorothée ferme ses portes. L'animation japonaise en France est au plus mal, remplissant 35% des créneaux programme jeunesse en 90, elle tombera à seulement 4% après ça. Les associations de parents n'ont eu de cesse de militer pour sa disparition, ça a d'ailleurs conduit à la création du CSA, le gendarme de la TV, et plusieurs lois qui limitent les productions étrangères à la télévision. Et il faudrait aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Dragon Ball, Ken le Survivant et City Hunter disparaissent des grilles de programme, le message est clair, les japonaiseries, on n'en veut plus. Les années 2000 s'annoncent alors comme étant leur pire décennie, celle qui allait enterrer le manga en France pour de bon, et pourtant elles nous ont réservé bien des surprises. Le grand retour de l'animation japonaise à la télévision. Quand TF1 diffuse le premier épisode de Pokémon le 3 janvier 2000, c'est un électrochoc pour tous les enfants. Rapidement, l'histoire de Sacha fait le tour des écoles, et en plus c'est très bien accueilli par les parents. On est très loin des réactions virulentes suscitées par Dragon Ball. Pokémon cherche à faire oublier ses origines nippones, le contenu est lissé, sans trop de violence, avec beaucoup de références occidentales, accentuées par une censure américaine qui va très loin. C'est le début de la Pokémania, confirmé par l'énorme succès du premier film, avec 2,2 millions d'entrées. Il rentre aisément dans le top 20 du box-office, devant le premier film X-Men. Pokémon sauve les émissions de jeunesse dont les audiences sont en chute libre depuis la fin du club Dorothée et ça les encourage à reprogrammer d'autres animés, surtout si ça ressemble à Pokémon. Une vraie guerre commence alors sur le petit écran, un vrai champ de bataille où chaque chaîne rafle tout ce qu'elle peut pour garder l'attention des gamins. TF1 répondra avec Digimon, accusé d'être une copie carbone de Pokémon. Plutôt à tort d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, on en a parlé sur Pokémon Trash. Suite à ça, on verra apparaître Kirby et surtout Sonic X dont la simple évocation remplit de nostalgie les mecs en âge de fonder une famille comme moi. Ma vie est si triste. France 3 aura de son côté Les Chevaliers de l'Outre-Monde, dont personne ne se souvient, et Medabots. Une bonne série centrée autour des combats de robots, un peu pokémonisés, très drôle, bien animé, mais bien loin du succès espéré. Je me souviens encore de sa promotion désespérée dans les boîtes de vache qui rit. Non, la vraie poule aux œufs d'or de France 3, c'est Beyblade, l'animé commercial par excellence, entièrement pensé pour vendre des toupies. Et ça marche de fou. Mais M6 aussi va récupérer une petite licence pas trop connue pour concurrencer Pokémon, Yu-Gi-Oh! Les aventures du pharaon connaissent un franc succès immédiat dans les cours d'école. Le jeu de cartes finit même par dépasser Pokémon. Une hype entretenue par Yu-Gi-Oh! GX avec des nouveaux héros, un ton plus comique, bref, parfait pour les jeunes ados. Suivi de près par Yu-Gi-Oh! 5D, les fameux duels à moto qui marqueront la perte d'intérêt de son public initial, mais en conquérera un nouveau. Ces deux séries ne sont pas sur M6 qui aura préféré miser sur des clones comme Duel Master ou le canado-japonais Bakugan. Énorme carton en Amérique, mais cosmoflop chez nous. En même temps, mélanger les billes et les mechas, bon, pas terrible. Mais la chaîne a fait un autre pari, s'adresser aux jeunes filles, plutôt délaissées par la télévision française début des années 2000, avec Sakura, chasseuse de cartes. Ça mêle romance et action dans un esprit proche de celui de Sailor Moon, et non seulement ça a eu du succès chez le public cible, mais aussi chez les garçons. Carton plein, l'anime est tellement culte qu'il a eu un remake récemment. Mais c'est France 5 qui rafle la mise sur ce créneau. Beaucoup de rediffusions et 3 nouveaux animés devenus cultes. Hamtaro, des hamsters qui font des trucs mignons, Doremi Magic, une série de Magical Girl pour petites filles, et Mew Mew Power qui se veut plus mature, et sera arrêté après seulement 8 épisodes, la faute à une mauvaise communication autour de la licence. C'est un gros problème à l'époque, tous les animés perçus comme violents sont bannis, surtout ceux qui ressemblent à Dragon Ball. Mais tant pis, tout ça n'était qu'un avant-goût des miettes face au mastodonte de la décennie qui changera le visage de la télé française. Phénomène Naruto. Oui, c'est Phénomène Naruto, le nom de sa toute première diffusion chez nous, et ça a bien failli dégoûter la France entière du manga. À la base, c'était censé concurrencer Pokémon auprès des tout petits, édulcoré à mort, plein de changements, bref, c'est un gros bide, la série disparaît très vite des grilles de diffusion. Heureusement, c'est à ce moment-là que naît la TNT avec des chaînes un peu plus courageuses qui ont moins peur des polémiques. L'intégralité de Naruto en version non censurée est donc récupérée par NT1 qui diffuse déjà Dragon Ball absent du petit écran depuis la fin du club Dorothée, et surtout le premier doublage catastrophique de One Piece. Mais bon, ne plaignons pas trop la série, Bleach aura dû attendre 2011 pour voir son animé diffusé à la télévision. À la fin de la décennie, les mentalités ont bien évolué, on n'a plus peur des productions japonaises. Même une chaîne très enfantine comme Gulli a son shonen star, Inazuma Eleven. L'animé de l'enfance pour beaucoup d'entre vous, ce qui est un peu triste quand foot de rue existe, mais c'est une adaptation de jeux vidéo à succès, du foot avec des techniques magiques nécessaires pour affronter des aliens et des dieux. Ça ressemble pas mal à Pokémon et Yu-Gi-Oh! Dans l'esprit, normal, c'est leur successeur spirituel, c'est le nouveau succès des émissions de jeunesse. Les animés sont de retour à la télé, mais pas totalement. Les ados et jeunes adultes biberonnés à Pokémon et Yu-Gi-Oh! Peinent à trouver des animés plus matures. Ça n'existe pas, ou du moins, pas gratuitement. Être fan d'animé dans les années 2000 coûte cher.
Chocolat et Vanilla est un animé pour filles devenu culte, très chou, très joli et ambitieux avec des openings signés par le réalisateur d'Evangelion. Rien que ça. Ça parle d'amour mais aussi d'une guerre pour le trône d'un monde magique. Il y a des passages violents, des révélations assez dures, c'est le scandale assuré, bref, hors de question de le diffuser sur une grande chaîne. Donc pour y avoir accès, il fallait s'abonner à Canal J, 8€ par mois. C'était une des chaînes les moins chères. En comparaison, pour voir Inazuma Eleven, un an avant la plèbe sur Gulli, il fallait avoir Disney XD. Ça revenait à 74,90€ par mois pour tout un groupe de chaînes, soit 95€ avec l'inflation. Bref, ne vous plaignez plus jamais de Netflix. Mais les fans d'animé n'avaient pas vraiment le choix, presque tous les animés japonais destinés aux 10 ans et plus finissaient sur des chaînes payantes, que ce soit les classiques de la décennie précédente diffusés pour la première fois en France, ou les animés récents. Enfer et Paradis, un incontournable des combats d'arts martiaux, Gun Frontier, du regretté Papa d'Albator, Ice Shield 21, un des meilleurs animés de sport existants, Wolf's Rain, une fresque écologique et poétique, et Fruit Basket, un des shoujo les plus appréciés de la décennie. Mais la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ces animés passent sans problème sur le câble et pas sur les grandes chaînes? Et ben en fait, c'est juste une question d'origine. Cartoon Network, Fox Kids, Disney XD, c'est détenu par des Américains, donc ils n'ont aucun compte à rendre au CSA ou à Famille de France. A l'inverse, la chaîne française Manga, héritière du Club Dorothée, ramasse une amende record pour non-respect des quotas. Pour y échapper à l'avenir, ils bourreront les sitcoms, mais d'autres sont plus malins. Game One y échappe avec des programmes originaux sur le jeu vidéo pour capitaliser sur ce jeune public. Les grosses chaînes ont aussi leur version payante, où elles vont reléguer tous leurs animés jugés trop niches. Mobile Suit Gundam est un monument du mecha au Japon, 40 ans d'histoire, une trentaine de saisons, et la première arrivée chez nous début 2000, c'est Gundam Wing. La première partie passera sur M6, et pour continuer, il faudra s'abonner à TPS, une trentaine d'euros par mois, agressif comme méthode commerciale. Mais c'est surtout sa suite, Gundam Seed, qui marquera la décennie couverte de récompenses au Japon, envoyée directement sur le câble chez nous. Le doublage est excellent, sans avoir francisé les noms, quelque chose d'impossible 10 ans plus tôt. C'est une des évolutions majeures de ce début de décennie, on le doit en partie à d'autres chaînes payantes, comme Canal+, avec une première série culte, le space western légendaire Cowboy Bebop. Mais l'émission qui va rester dans les mémoires pour ses versions françaises ultra quali, c'est La Case en 2004. Il n'y avait que des bangers, GTO, le prof le plus ghetto de l'histoire, et surtout Full Metal Alchemist. Une vraie claque pour les spectateurs, toujours sur la corde raide entre humour et action, un monde très profond qui n'hésite pas à être cruel avec ses personnages. Sans parler de sa version française qui est une des meilleures qu'on ait eu à l'époque. Malheureusement, La Case s'arrêtera en 2005, Canal+ diffuse encore quelques animés devenus cultes d'ailleurs, comme Samurai Champloo, Afro Samurai ou Monster. Mais ça marche pas des masses. Alors oui, il existe bien à l'époque une autre façon légale de voir nos animés préférés. La seule d'ailleurs pour découvrir tout animé jugé trop niche par les éditeurs, c'était les coffrets DVD. Par contre, à 40€ pour 12 épisodes, il fallait être imposable sur son argent de poche pour pouvoir suivre des séries. Il y a eu par ce biais beaucoup d'exclusivités, comme Full Metal Panic, l'une des meilleures séries de comédie des années 2000 où un enfant soldat doit protéger une lycéenne. Hilarant avec des scènes d'action dantesques, un peu de romance, sauf que c'est du méca donc tout le monde s'en fout. La troisième saison prendra plus de 10 ans à arriver chez nous, ce sera le dernier animé sur la chaîne No Life, c'est dire le retard. Puis bien sûr, on trouvera en DVD toutes les œuvres trop matures comme Claymore ou Gantz, beaucoup de qualité, adorées au Japon, mais violence et nudité, donc indiffusables chez nous, même sur le câble. Heureusement, les choses bougent en 2008, les ados des années 2000, trop pauvres pour avoir des coffrets DVD, le câble ou une connexion internet solide, vont enfin pouvoir découvrir des animés violents à la télé, grâce à une émission qui aura eu un sacré impact sur la décennie. Manga Trash fête ses 15 ans. Du gore, des meufs à poil, de l'opéra, des tableaux classiques, voici l'opening d'Elfen Lied, l'animé clickbait pour ados qui se pense mature. Si tu as grandi dans les années 2000, tu as sans doute déjà vu un épisode, même si tu ne te souviens probablement pas de l'histoire. Car oui, cet animé ultra bourrin est passé à la télévision sur une chaîne gratuite. Quand on voit les scandales provoqués par Ken le Survivant ou Dragon Ball, ça paraît juste improbable. Alors comment les animés matures ont-ils pu faire un tel retour? Déjà, les grosses chaînes ont été intelligentes, c'est pas pour les gosses et elles le savent, donc ce sera diffusé le vendredi, le samedi et le dimanche tard dans la nuit. Parfait pour attirer un public d'adolescents en manque de sensations fortes. Il n'y aura aucun scandale quand s'ouvrira le 30 août 2008 une case horaire au nom évocateur, Manga Trash. Et absolument aucun rapport avec nous d'ailleurs, c'est juste une coïncidence. Et le premier animé à y être diffusé est Hellsing, une histoire de vampire bien sanglante centrée sur Alucard. La classe incarnée avec son sourire carnassier, son long manteau rouge et ses gants blancs. Malheureusement, ce n'est que la première adaptation, pas le remake Hellsing Ultimate qui est bien meilleur, mais absent chez nous jusqu'en 2019, faute à un conflit entre les ayants droit français, belges et suisses. C'est dans cette émission qu'on découvrira un petit animé pas très connu aujourd'hui, Death Note. Sa lutte à mort avec Elle, le plus grand détective du monde, fait vibrer le monde entier et apporte de la visibilité à une autre œuvre du même auteur, Hikaru no Go, extrêmement populaire au Japon mais sorti uniquement en DVD chez nous. Pourquoi? Simplement car les éditeurs pensent que l'histoire centrée sur un jeu de société inconnu chez nous ne parlera pas aux jeunes. Pourtant c'est stylé, il y a des petites vibes de Yu-Gi-Oh, mais évidemment ils ont pas tort, le jeu de Go, tout le monde s'en fout. Mais Manga Trash n'aurait jamais pu exister sans un mouvement plus global
scandale, c'est toutes les chaînes de la TNT qui n'hésitent plus à diffuser des animés plus quali, inédits en France. Chrono Crusade, Inuyasha, Rave Master, Get Backer, Tsubasa Chronicle ou Argento Soma, ultra populaire au Japon et aux US, mais pas chez nous, car c'est du mecha et tout le monde s'en fout. La chaîne Virgin 17 en était même pas à son coup d'essai, elle avait déjà diffusé un nouveau doublage de One Piece avec plus de 400 épisodes inédits, mais aussi Tokyo Tribe 2 sur des bagarres de gang et Nana, un shoujo révolutionnaire bien plus mature et réaliste que tous les autres animés du genre. Mais sa plus grande contribution à l'animation en France reste sans aucun doute possible Full Metal Alchemist Brotherhood, le reboot de la série diffusée quelques années plus tôt par Canal+. C'est une nouvelle claque, animation impeccable, bande-son extraordinaire, dialogue bien écrit avec une histoire bien plus fidèle au manga, un top 1 clairement mérité et intemporel sur le site MyAnimeList. Ça va marquer toute une génération qui rêve de se balader avec des gants blancs frappés d'un symbole alchimique. Sérieux, on est combien à avoir appris à claquer des doigts pour ressembler à Roy Mustang? Et tout ça sans aucun scandale pendant sa diffusion à une heure de grande écoute, preuve qu'à la fin de la décennie, les animés violents ont gagné leur place sur le petit écran. Merci la TNT. Sauf que je ne vous ai pas tout dit, si ces animés ont été bien acceptés à la télé, c'est grâce à un autre support, le grand écran, le cinéma, et surtout grâce à un film devenu incontournable, Princesse Mononoke. Plus de 700 000 entrées pour une version du film non censurée, vue majoritairement par des familles avec des enfants et aucun scandale. Ce sera suivi par deux films incontournables, Le Voyage de Chihiro et Le Château Ambulant, qui a d'ailleurs eu son expo à l'Hôtel de la Monnaie à Paris en 2005, une grande première. Ces succès animés rassurent les diffuseurs et ouvrent la voie à bien d'autres films, Ghost in the Shell 2, Millennium Actress, Metropolis, Appleseed, Steamboy qui est super bien, Tokyo Godfather ou encore Summer's Wars. La diffusion d'une émission aussi violente que Manga Trash aurait sans doute été impossible sans le cinéma qui a popularisé le genre. Le CSA l'aurait criblé d'amendes puis fait supprimer, mais désormais l'animation japonaise a droit à la reconnaissance qu'elle mérite. La décennie de la culture otaku. Gurren Lagann est un monument des années 2000, une animation top tier au service d'un chara-design incroyable, humour, action, personnages hauts en couleur et surtout des tonnes de références aux animés cultes de l'époque. Son créateur, le studio Gainax, est sans doute l'un des plus influents de la décennie. Fooly Cooly, Panty and Stocking, des séries originales pures concentrées de culture geek et otaku qui rendent hommage aussi bien à d'obscurs animés japonaises qu'à la pop culture occidentale. Ça va créer de vraies communautés de fans en occident, férus de tout ce qui touche au pays du soleil levant. Les wannabe japonese, ou weeb pour les intimes. Et eux, ils adorent ces animés ultra référentiels, très délirants et incompréhensibles pour le commun des mortels, ça leur donne l'impression d'appartenir à un groupe fermé. Et ça tombe bien, il y en a de plus en plus grâce à deux révolutions de la fin des années 90 qui laissent plus de liberté aux studios. L'arrivée de l'informatique qui réduit massivement les coûts de production et surtout un nouveau format saisonnier, 12 à 13 épisodes, normal aujourd'hui mais pas si courant que ça à l'époque. Ça permet de créer plus de séries différentes au lieu de se concentrer sur un seul gros animé. Résultat, on passe d'une quarantaine d'animés par an à 160 en 2006, le pic de la décennie avec plus d'1 millier d'animés produits en 10 ans, avec beaucoup d'expérimentations qui peineront à trouver leur place chez nous. Car évidemment, tout ce qui est un peu trop niche, direct, c'est le DVD. Quelques animés s'en sortent mieux, Gurren Lagann a le droit à une diffusion gratuite sur le site d'Ankama, les créateurs de Dofus et Wakfu. Ça lui donne une grosse visibilité à l'époque où le jeu défonce tout. Une poignée d'animés un peu niche passe quand même à la télé, comme Bobo qui passe sur le câble, un mec qui se bat avec ses poils de nez et son afro jaune contre un empire de chauves, ou Excel Saga, une comédie qui joue sur l'absurde passée inaperçue chez nous. Mais il en reste beaucoup qui n'ont toujours pas été diffusés en France, à l'image de Detroit Metal City, devenu culte aujourd'hui. Mais s'il y a bien un animé niche que tout le monde retient, celui qui a fait prendre conscience aux éditeurs français du potentiel de ces séries, c'est La Mélancolie d'Haruhi Suzumiya. On y retrouve tous les clichés de l'époque, mais détournés en what the fuck. Héros cyniques, extraterrestres, pouvoirs psychiques, divinités cosmiques et blagues méta, les épisodes sont volontairement diffusés dans le désordre parce que ça amuse l'héroïne. Il n'est pas devenu populaire en France, c'était un putain de phénomène de société à l'échelle de la culture geek. Les cosplays des personnages inondaient les conventions qui ont gagné en puissance pendant cette décennie. Beaucoup de fans d'Haruhi Suzumiya se déchaînent sur la scène de la Japan Expo dès 2007, alors que l'anime n'est toujours pas disponible en France, ni à la télé, ni en DVD. Mais alors, comment est-ce possible? La réponse, vous la connaissez, c'est grâce à Internet. Le fansub a rendu l'animation japonaise populaire en France. Fin 90, les ados subissent les frasques de Ségolène Royal et de ses potes qui dénigrent leur passion. Pourtant, cette année est marquée par l'arrivée en force des mangas. Il y a plus beaucoup d'animés à la télé, les DVD coûtent cher, le câble aussi. Quant aux fanzines, relais de la culture otaku, la majorité sont morts à quelques exceptions près, comme le très réputé Animeland. Les fans se retrouveront donc sur internet, sur les forums et les blogs, dont le fameux Skyblog qui fermera à l'été 2023. Très vite, on aura la naissance des premiers sites spécialisés, comme Animeka et Nautiljon en France, ainsi que l'incontournable MyAnimeList à l'international. Le site référence des animés absents chez nous et donne souvent un moyen pour les regarder via les équipes de fansub. Des amateurs qui traduisent et sous-titrent des animés sur leur temps libre.
célèbre des putains de héros. C'est les années du P2P, de méga upload et de la peur d'une lettre d'Adopi. Après, fallait avoir une bonne connexion pour en profiter, le moindre épisode prenait une bonne heure à télécharger et même pas en HD. Et je vous parle de ça, c'était en ville, à la campagne c'était encore plus long, tu payais pour chaque méga téléchargé. Les offres à des prix accessibles avec un bon débit n'arrivent qu'à la fin de la décennie, pour les plus chanceux. La communauté internet règne alors en maître sur tous les choix éditoriaux, donne plus d'importance à des contenus très japonais, à commencer par les ecchi. C'est des choses qui changent pas. On a du soft comme Air Gear où on s'affronte à coups de matchs de roller, puis du plus sulfureux comme Grenadier, Ikitozen ou encore Queen's Blade. Bien sûr, on retrouve aussi beaucoup de harem comme Zero no Tsukaima où un lycéen débarque au milieu d'un monde de fantasy. Apparaît aussi un autre gros cliché de la décennie, l'héroïne très jalouse qui passe son temps à tabasser le mec, bref la tsundere. Popularisée par Evangelion en 98, c'est très à la mode dans les années 2000, comme dans Toradora. Il y avait peu de chances de voir débarquer tout ça à la télé française, la seule exception c'était Lovina diffusée sur France 2 en 2004, alors qu'on est vraiment sur un animé qui est pas fait pour les jeunes enfants. Et la chaîne se rend compte après 2 épisodes et le déprogramme pour l'envoyer sur le câble puis sur la TNT. Il y a un mec dans la chaîne qui a pas fait son boulot. La prochaine adaptation d'un manga de l'auteur finira d'ailleurs tout droit en DVD, le maître magicien Negima. Ça rappelle un peu Pokémon dans l'esprit, un gamin de 10 ans qui doit tous les attraper. Bon, faut aimer le côté un peu pointeur du délire, mais c'est quand même assez drôle avec une bonne dose d'action, assez pour décrocher le top 4 d'un sondage de popularité japonais en 2005 et le top 5 l'année suivante. En France, il a été popularisé par le fansub, tout comme un paquet d'autres harems, Ah My Goddess, Green Green, Shuffle, He Is My Master, qui est d'ailleurs signé Genax, ou le très apprécié To Love Ru, où un lycéen de 15 ans vit un triangle amoureux entre son ami d'enfance et une princesse. Les fans ne se contentent pas d'animés pour ados, ils nous ont aussi fait découvrir beaucoup d'autres phénomènes très japonais à l'image des animés otaku dont on parlait avant, mais aussi d'autres modes qui n'intéressent pas les éditeurs, à commencer par les comédies. Le plus grand exemple, c'est Gintama, un monstre sacré au Japon, 370 épisodes, 3 films, top 4 sur My Anime List, arrivé légalement en France en 2015. C'est-à-dire que l'adaptation animée officielle n'a pas l'âge de rentrer au collège. Voilà. C'est aussi au fansub qu'on devra la petite popularité de quelques animés de mecha. C'est grâce à lui que Macross Frontier trouvera un petit public. La même chose pour Mazinger Edition Z, une série adaptée de l'œuvre de Gonagai. Mais surtout un des animés les plus emblématiques de la fin des années 2000, c'est Code Geass, qui mélange en fait à peu près tout ce qui marche. Romance, tranche de vie, drame, humour, combat et bien sûr robot géant. Le scénario est ultra prenant, les persos sont trop cool. Bref, si vous ne l'avez jamais vu, foncez, c'est un incontournable. Mais la deuxième moitié des années 2000 ont apporté un cancer littéralement dont on se serait bien passé. Le moe. C'est un terme d'argot japonais qui définit une forte affection visant un personnage fictif. C'est sur ça que jouent Clannad, Canon, Lucky Star, Working ou Kaon pour exploser. L'exemple type où tout tourne autour de filles mignonnes qui font des trucs mignons. Ah puis ça parle un peu de musique aussi. On en a eu des versions dérivées et moins cringe comme She, une vie de chat où les filles sont remplacées par des chats, c'est sans doute mieux, ou encore Rosen Maiden, des combats sanglants entre des poupées mignonnes à l'esthétique gothique qui rend en vrai plutôt pas mal. Reste la dernière tendance qui a explosé à cette époque en Occident grâce aux communautés en ligne, le Fujoshi, un terme péjoratif pour parler des fans de Boys Love, souvent absents des catalogues des éditeurs, les plus gros noms étant Blood of the Reprimand Dog ou Gakuen Haven. Ça contribue à la popularité des bishonen, les beaux garçons avec un fort potentiel homoérotique comme dans Dick Grayman, un excellent shonen un peu oublié aujourd'hui, Black Butler, le majordome le plus classe du Japon, ou Pandora Heart avec son esthétique très Alice au Pays des Merveilles. Cette mode s'accompagne des premiers harems inversés populaires, souvent inspirés de jeux de drague comme Angélique ou Haruka dans une époque lointaine, une sorte d'isekai Chine fantasmé quoi. En somme, le fansub a littéralement construit la communauté de fans d'anime en 2000, surtout à la fin de la décennie où de plus en plus d'adolescents avaient accès à internet, mais cet âge d'or de la gratuité et des fans rois ne va pas durer. Le streaming légal a mis fin à une époque. Juillet 2009, la chaîne KZTV lance sa première diffusion sur le câble, forte d'un énorme catalogue de séries jusque-là diffusées en DVD, dont certaines séries très populaires comme Vampire Night, le frisson des ados du fanservice autour du fantasme des vampires. Elle est en concurrence directe avec une toute nouvelle chaîne qui n'hésite plus à faire dans l'animation mature, Gong. Ça diffuse sans aucune pression Ergo Proxy, Inamizawa le village maudit, ou encore Black Lagoon, où le doublage français n'hésite pas à aller dans la vulgarité gratuite. Si tu te barres, je te coupe le zob et ton prépuce te servira de chapeau. Parfois même plus que dans la VO. C'est aussi là qu'on verra Darker Than Black, un thriller psychologique haletant, très adulte dans ses thématiques. Mais je vais surtout parler du traumatisme de beaucoup d'ados de l'époque, School Days, un des animés phares de la décennie qui détourne les codes classiques du harem. La fin est horrible et a été un sujet de discussion pour beaucoup d'idéastes qui commencent alors à apparaître sur Dailymotion et un peu YouTube. Mais Gong et KZTV ne font que proposer des animés disponibles déjà popularisés par le fansub, souvent déjà très connus sur internet. En plus c'est cher et il y a toujours des limitations liées à la grille horaire. La vraie révolution, c'est
l'arrivée des plateformes de streaming légales. Là encore, Kazé est à la pointe avec son KZ Play qui diffusera pour la première fois en France un de mes shonen favoris, Soul Eater. Une histoire incroyable, bourrée de rebondissements que j'ai déjà complimenté de manière dithyrambique sur cette chaîne. Le manga est en train de sortir en édition prestige, donc en vrai, profitez-en, moi je l'achète à chaque fois. Moins rigolo, ça entraîne une forte résistance des fansubbers qui ont l'impression d'être privés de quelque chose qui leur appartenait jusque-là. Il y a de nombreux appels au boycott contre le tout jeune Wakanim, boycott qui rassemble derrière lui les premiers vidéastes manga à la mode. Ça peut sembler grotesque parce qu'à la base, les fansubbers ne sont que des pirates. C'est vrai, en soi, ils utilisent un contenu purement japonais, lui rajoutent des sous-titres et le diffusent gratuitement en ligne. Le manque à gagner pour les ayants droit est relativement énorme. Mais on comprend aussi le sentiment des fansubbers, ils ont l'impression d'avoir fait le travail des éditeurs à leur place et gratuitement en plus. Le catalogue de ces plateformes de streaming contient beaucoup de harem ou de ecchi popularisés par eux. J'ai déjà parlé de Grenadier avec une nana qui recharge son arme avec ses seins, de Rosario Vampire dont on a parlé récemment dans une autre vidéo, ainsi que sa volonté soit faite. L'histoire d'un otaku expert en jeu de drague mais qui n'arrive pas à concrétiser et parler avec de vraies filles. Oui, c'est très cliché, mais ça a marché à l'époque. Progressivement, tous les animés deviennent disponibles en France sans aucun délai grâce à l'arrivée du simulcast. Et oui, c'est pas si vieux que ça. Les animés qui n'intéressent pas les plateformes légales sont toujours traduits par les fans. 2010, l'animation japonaise est super bien implantée dans le paysage culturel, avec un paysage plus varié que jamais, préparant le terrain à la décennie suivante pour devenir un divertissement presque mainstream. Et pendant ce temps au Japon, il y a eu beaucoup de changements profonds. Les animés originaux disparaissent progressivement. Il y en a eu 30 sur les 70 sortis en 2001, contre une petite dizaine sur la centaine de 2010. Psycho Pass, sorti en 2012, fait donc clairement figure d'ovni. En plus de ça, les adaptations de manga se concentrent sur les gros shonen, et ça se voit au début de la décennie suivante. Un reboot d'Hunter x Hunter, la partie 1 de JoJo's Bizarre Adventure, et Toriko, qui oui, était un colosse à l'époque. Et surtout, les visual novels et les light novels explosent en popularité. Des jeux vidéo narratifs, souvent de drague, parfois écrits par des fans sur internet, 2 adaptations en 2001, 29 en 2006, année où le genre explose vraiment. C'est grâce à ça qu'on aura droit à Dohara, Spice and Wolf ou encore la série des Monogatari, commencée en 2009 pour gagner en popularité pendant la décennie suivante. Très surcoté en France à cause de son côté franchement bizarre. C'est sa sœur là, hein, ouais. C'est bizarre. Le meilleur exemple reste la série des Fate, démarrée en 2006 avec Fate Stay Night avant de devenir hyper populaire en 2011 avec Fate Zero et ses très nombreuses suites. On a eu plein d'autres animés cultes qui sont apparus dans les années qui ont suivi, comme Steins Gate en 2011 ou un certain Sword Art Online en 2012 dont l'impact se ressent encore aujourd'hui. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo.